Bonjour et bienvenue dans Regard sur l'actualité. Bonjour Patrick Le Yarrick. Bonjour. Alors on commence tout de suite avec la femme de la semaine, c'est Mélanie Ségard. À 21 ans, cette jeune femme atteinte de trisomie 21 s'est lancée comme défi de présenter juste une fois la météo à la télévision. Après une campagne sur les réseaux sociaux, elle a réussi son pari et c'est sur France 2 qu'elle a pu annoncer les couleurs du temps mardi dernier. On la regarde. Je vous propose d'accueillir notre invitée d'honneur ce soir, Mélanie Ségard. Alors quel temps prévu pour notre week-end? On va le savoir dans quelques instants. Pour samedi, Mélanie. L'horoscope est en deux. Il y a des nuages au nord, de la pluie, du soleil en Bordeaux. Alors pour la journée de samedi, le ciel est relativement nuageux. Pour dimanche, Il y a des nuages trois quarts du pays, de la pluie, le soleil à Marseille. Il ira très frais. et le moment que tout le monde attend, l'éphéméride, Mélanie. Mercredi 4 mars, on fait des sandwichs, comme ils ont tous les leviers, sponsors à tous sur France 2. Bravo, tu l'as fait, Mélanie. Mais la belle histoire de Mélanie est hélas trop rare. D'ailleurs, un collectif de 16 personnalités interpelle les candidats à la présidentielle quant aux revendications des 12 millions d'électeurs touchés par un handicap, qu'il soit moteur, psychique, mental ou sensoriel, soit 18% des Français qui sont appelés à voter aux prochaines élections. Alors cette lettre ouverte d'intellectuels, d'entrepreneurs, d'artistes, parmi lesquels Grand Corps Malade, dont le film Patient cartonne en ce moment en salle de cinéma, est partie d'un constat. Dans les débats des primaires, à droite comme à gauche, pas un mot sur le handicap. Et dans les meetings, le sujet occupe entre 1 et 10 secondes sur 1h30. Ceci nous interroge sur la place et la visibilité des personnes handicapées dans les médias, dans les entreprises, dans les rues ou même les transports encore trop peu accessibles. Alors, notre société est-elle, à votre avis, assez inclusive vis-à-vis des personnes handicapées et comment faire pour qu'elles le deviennent davantage ? Une des premières choses à faire, ce serait d'abord d'écouter les associations qui regroupent les handicapés. On ne peut pas effacer, comme vous le dites, y compris des prestations publiques, 18% d'entre nous qui souffrent à des degrés divers d'un handicap. Donc, il faut les écouter. Il y a encore énormément d'efforts à faire pour l'insertion dans le travail, dans les lycées, les universités, créer les conditions pour insérer également ceux qui souffrent de handicap au collectif commun. Et évidemment, on ne peut pas mettre de côté tout ce qui concerne la vie quotidienne, c'est-à-dire les déplacements, les trottoirs, se rendre à la gare et se déplacer même dans la gare, dans le métro, dans les transports en général. Même aujourd'hui, il y a des trains où on ne peut pas rentrer quand on est dans un chariot. Et évidemment, on ne peut pas mettre de côté la question de la revalorisation de l'allocation adulte handicapé parce qu'ils ne doivent pas subir la double peine, c'est-à-dire la pression générale sur le pouvoir d'achat et en plus le fait que cette allocation qui est indispensable ne soit pas augmentée. Ça devrait être un des projets de la prochaine législature. Par rapport au montant de l'allocation adulte handicapé, elle est de 800 €. D'aucuns pourraient penser que c'est beaucoup par rapport aux autres prestations que sont le RSA par exemple. Mais on oublie souvent aussi que les personnes handicapées ont des frais supplémentaires énormes pour se déplacer, pour avoir du matériel adapté et tout ça. Et tout à fait, il y a ce que vous dites. Mais parfois, il faut même modifier la maison, il faut modifier la cuisine, il faut acheter tel type, parfois, de fauteuil roulant ou tel équipement. Donc, on ne peut pas rester à ce niveau qui est bien trop bas aujourd'hui pour faire face aux besoins quotidiens. Et je n'ose pas parler du loyer, de la manière dont on vit dans un logement, dans un immeuble, avec l'accès à l'ascenseur, l'accès chez soi, etc. Non, ce n'est pas exagéré aujourd'hui de l'augmenter de manière assez substantielle quand même.
Alors côté social, je vous propose de nous intéresser maintenant à un métier qui a fait rêver beaucoup d'enfants, celui de pompier. Hélas, la réalité des hommes et des femmes qui l'exercent est très loin d'être idyllique et ils l'ont fait savoir dans la rue. À l'appel de 7 organisations syndicales, plusieurs centaines de pompiers professionnels sont venus de toute la France pour défiler le 14 mars à Paris pour protester contre la baisse des effectifs, la précarisation de leur métier et réclamer davantage de reconnaissance. À la veille des élections, ils entendaient attirer l'attention des citoyens et des politiques sur une situation qui ne leur permet plus d'assurer leur mission de service public. On écoute Christophe, il est pompier dans le Loiret et il nous explique la situation qu'il vit au quotidien. Je suis chef d'agré d'un fourgon, donc je suis le commandant du fourgon sur une intervention courante. Et normalement, on doit intervenir à 6, on n'est plus que 4 dans les fourgons parce qu'il n'y a plus de personnel à mettre dans les engins. Alors on réduit les budgets, il y a des gens qui partent en retraite. Et on ne les remplace pas. Et malheureusement, ça se fait au détriment de notre sécurité, parce que dans un engin, pour n'importe quel feu, il faut qu'il y ait un binôme qui attaque et un binôme de sécurité, voire qui complète, qui fasse alimentation, ce genre de choses. Et ce binôme, on ne l'a plus, et des fois, on attend 20 à 40 minutes pour avoir un binôme en renfort pour assurer la sécurité des premiers intervenants. Alors il y a cette partie, il y a la partie incendie, mais la partie incendie, ça n'est que 13% de nos activités. Il y a le secours à victimes. Et aujourd'hui, le nombre d'interventions est constamment croissant sur un budget qui, lui, est réduit. Donc ce qui est complètement en inadéquation. On a des remerciements verbaux, on a une reconnaissance verbale. On dit que les sapeurs-pompiers sont le dernier rempart du malaise de la société. Oui, on nous investit au quotidien. Mais par contre, on ne nous donne pas les moyens d'intervenir et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Alors, quelle est votre réaction face au témoignage de Christophe, Patrick Le Yarrick ? Là, c'est la preuve, c'est la démonstration que les agents publics sont utiles parce que ça, c'est un agent public. C'est ce que certains nomment, avec un air de mépris, les fonctionnaires à la télévision. Or, ces gens-là, nous en avons besoin pour notre sécurité, quand il y a un accident, quand il y a un feu. S'ils ne sont pas là, mais c'est des catastrophes démultipliées. Donc il faut reconnaître leur métier, cesser de les précariser, cesser de réduire leur rémunération. Au contraire, il faut les rémunérer à la hauteur des responsabilités sociales et responsabilités communes qu'ils portent vis-à-vis de l'ensemble de la société. Et donc, il ne faut pas choisir, à l'occasion des élections présidentielles et législatives, des candidats qui vont réduire le nombre d'agents publics sous couvert de répondre à la doxa des critères européens. C'est exactement le contraire qu'il faut faire. Relance ? Ouais. Mais alors justement, plusieurs pompiers que nous avons rencontrés lors de cette manifestation nous ont alertés sur le fait que la situation devenait intenable, que ce malaise se traduisait par une progression massive des idées d'extrême droite qui, je les cite, gangrèneraient leur profession. Alors à votre avis, est-ce que lutter contre l'austérité, la précarisation et la déconsidération peut être un moyen d'endiguer la progression du Front National ? Oui, s'il y a des gens aujourd'hui qui choisissent ce vote-là, c'est que un peu, malgré eux, ils sont un peu désespérés de tout. Et désespérés qu'on ait fait ces espèces d'alternances politiques, comme on dit, sans jamais de mieux pour eux. Et il faut leur dire, il ne faut pas se tromper de colère. Vous croyez vous en sortir en choisissant ce vote-là, vous allez vous tirer une énorme balle dans le pied. Parce que ces idées nauséabondes, ces idées que développe la cheftaine de l'extrême droite aujourd'hui, ce sont des idées qui, mises en œuvre, conduiront à réduire aussi le nombre d'agents publics parce qu'elle veut privatiser tous les services de sécurité, y compris les services incendie. Et donc chacun sait que ce sera encore plus de précarité et des salaires moindres et ce ne sera pas le bien commun qui primera, c'est-à-dire le contraire de ce qu'ils réclament aujourd'hui. Plusieurs pompiers que nous avons rencontrés lors de cette manifestation nous ont alertés sur le fait que la situation devenait intenable, que ce malaise se traduisait par une progression massive des idées d'extrême droite qui, je les cite, gangrèneraient leur profession. Alors à votre avis, est-ce que lutter contre l'austérité, la précarisation et la déconsidération peut être un moyen d'endiguer la progression du Front National ? Oui, s'il y a des gens aujourd'hui qui choisissent ce vote-là, c'est que, un peu, malgré eux, ils sont un peu désespérés de tout. Et désespérés qu'on ait fait ces espèces d'alternances politiques, comme on dit,
sans jamais de mieux pour eux. Et il faut leur dire, il ne faut pas se tromper de colère. Vous croyez vous en sortir en choisissant ce vote-là, vous allez vous tirer une énorme balle dans le pied. Parce que ces idées nauséabondes, ces idées que développe la cheftaine de l'extrême droite aujourd'hui, ce sont des idées qui, mises en œuvre, conduiront à réduire aussi le nombre d'agents publics parce qu'elle veut privatiser tous les services de sécurité, y compris les services incendie. Et donc chacun sait que ce sera encore plus de précarité et des salaires moindres et ce ne sera pas le bien commun qui primera, c'est-à-dire le contraire de ce qu'il réclame aujourd'hui. Jusqu'au 25 mars, c'est la semaine de la presse et des médias dans l'école. Le thème de cette 28e édition est « D'où vient l'info ?» Alors, accompagnés par des professionnels, les élèves s'interrogent sur leur manière de s'informer et sur la validité des sources. Comprendre le système des médias, former leur jugement critique, développer leur goût pour l'actualité devrait en effet les aider à forger leur identité de citoyen. Nous sommes allés à la rencontre d'élèves d'une classe de terminale du lycée professionnel Galilée dans le 13e arrondissement de Paris. Avec ces jeunes, nous avons réalisé une émission de radio, on écoute d'ailleurs sur le site de l'Humanité, pour évoquer avec eux leur rapport à la politique. Nous avons également souhaité savoir comment ils s'informaient. On les écoute. Pour les journaux, mis à part Charles-Édouard, personne ne lit de journaux papier ? Non. Non. Non plus. Non, Non, c'est du vraiment tout. le grand silence quant à la lecture de journaux papier. Et est-ce que vous allez sur les sites des journaux papier ? Le site de Libération, le site du Monde, le site de l'Humanité, le site de La Croix Non plus, non, juste avoir les applications sur nos téléphones et recevoir des notifications de temps en temps, Ouais. mais rien de... Enfin, on va pas passer notre temps dessus, quoi. Et donc toi, par exemple, tu as des notifications, enfin, tu as des applications de différents journaux ? En fait, j'ai plutôt des applications d'information qui Ouais. vont me signaler dès qu'il va se passer quelque chose Mhm. d'assez important, mais sinon, non. Comment amener les jeunes à la lecture de journaux et faut-il inventer d'autres formes pour les atteindre ? C'est vrai qu'aujourd'hui, les jeunes accèdent à l'information, accèdent à des articles autrement que par le journal papier. C'est un fait, il faut s'y faire, le reconnaître et s'adapter à cela. Ça ne veut pas dire qu'ils lisent moins. Mais vous savez, moi je suis très attaché à la profondeur, à l'analyse des événements, à la critique des événements, à différents angles de traitement, de telle sorte qu'on puisse se faire son opinion par soi-même. Alors, qu'on lise sur le papier, qu'on lise sur son téléphone, ce n'est pas trop le problème, si on veut. Les différentes formes d'écriture et de lecture peuvent se combiner. Mais l'essentiel, c'est qu'il faut savoir que la production des journalistes dans le cadre de stations de radio ou de journaux tels que les nôtres sont des informations vérifiées, fiables, et surtout nos journaux permettent l'expression et le débat pluraliste, le débat contradictoire de telle sorte qu'on puisse être ou devenir soi-même un citoyen, c'est-à-dire se faire son opinion par soi-même. Turquie, en vue du référendum du 16 avril prochain visant à renforcer encore sa toute-puissance, le président Erdogan envoie ses ministres en Europe. Plusieurs pays, dont l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse et les Pays-Bas, refusent ces meetings électoraux destinés à la diaspora. Mais pas la France. Le 12 mars, le chef de la diplomatie turque a ainsi pu venir à Metz pour un meeting visant à promouvoir la réforme constitutionnelle voulue par Erdogan. Ce rassemblement participe d'une campagne violente dans laquelle les opposants au régime d'Erdogan sont jetés en prison ou privés d'accès aux médias et n'ont plus aucune liberté d'expression. Alors, comment expliquer que la France soutienne un système tyrannique qui piétine les droits humains, massacre les Kurdes et emprisonne les opposants ? En vérité, c'est assez inexplicable. C'est que tout ce que dit M. Erdogan à l'encontre aujourd'hui de certains dirigeants européens, et ça va vous paraître bizarre, mais ce qu'il a dit à propos de Mme Merkel est abject, au plus haut point abject. Et on ne peut pas, quand on est un démocrate, quand on sait ce qu'ont souffert les peuples européens, le peuple français particulièrement, mais aussi une partie du peuple allemand, du nazisme, on ne peut pas laisser faire ça. De même, il aurait fallu
dès lors que les Pays-Bas refusaient une réunion publique avec le ministre des Affaires étrangères, il aurait fallu être solidaire des Pays-Bas et nous aussi refuser cela. Et cette petite fente qu'il y a dans la solidarité européenne, comme cela existe trop souvent, peut être préjudiciable à long terme. Parce que sous couvert de liberté d'expression, on ne peut pas tolérer tout et n'importe quoi. Il faut un minimum de solidarité et un minimum entre nous et un minimum de solidarité avec celles et ceux qui souffrent de ce régime, puisque ce monsieur veut devenir le nouvel empereur ottoman en allant jusqu'à mettre de côté un gouvernement, puisqu'il ne veut même plus de Premier ministre, il veut même plus de Parlement. Donc on voit bien que ça n'a rien à voir avec les valeurs de l'Union européenne telle qu'elle se construit ou elle s'est construite au fil des temps. On termine cette émission avec un petit livre rouge. Il est intitulé « Nous habitons la Terre » et signé Christiane Taubira. Dans ce nouvel essai, écrit comme à son habitude dans une langue magnifique, l'ancienne garde des Sceaux lance un appel au ressaisissement de la gauche par le combat politique. Alors Patrick Le Yarrick, je sais que vous l'avez lu. Est-ce qu'il y a un passage de cet ouvrage qui trouve en vous un écho particulier? D'abord, tout l'ouvrage, c'est une merveille. Je le conseille à toutes et à tous. Je la conseille pour la qualité de l'écriture, pour la poésie, pour les sonorités qui en ressortent. Et surtout, Christiane Taubira, avec ce petit livre, elle est à l'opposé de ceux qui construisent des murs. Elle dresse des ponts entre tout le monde. D'ailleurs, le titre du livre le dit. Et dans les chapitres qu'il faut lire et relire, je crois qu'il y a un très long passage sur la laïcité en défendant ce qu'il y a d'originel et d'original dans la loi de 1905 avec ceux qui l'ont fait accoucher en quelque sorte beaucoup de responsables politiques de l'époque, dont le fondateur de notre journal, Jean Jaurès, qui a joué un rôle extrêmement important. Mais peut-être pour la première fois, certains vont découvrir en lisant cela que la laïcité, c'est un complément de liberté, égalité, fraternité, au sens où la laïcité, elle subjugue, elle met en musique la liberté elle-même, jusque une multitude de droits humains et surtout les droits des femmes, à disposer de leur corps, à accéder aux élections, à accéder à des droits nouveaux. Et donc moi je ne peux que conseiller ce bel travail, ce beau travail de poétique. C'est un mélange de politique et de poétique, mais pour essayer de nous dégager des impasses dans lesquelles nous sommes aujourd'hui. Il construit des ponts et puis il ouvre des ponts sur l'avenir. Merci Patrick Le Yarrick. Merci beaucoup. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Regard sur l'actualité.